La situation opérationnelle et stratégique dans le Sud à l'automne 2025 est passée à une phase d'affrontement positionnel. L'ennemi, ayant épuisé ses capacités offensives pendant l'été, a tenté de s'implanter sur de nouvelles lignes en construisant un système de défense échelonné le long de la rive gauche du Dniepr. Les particularités du front et la géographie complexe ont créé une vulnérabilité critique du groupement ukrainien, ce qui est devenu la base du plan stratégique du commandement russe. Un groupement comptant jusqu'à 70 000 hommes, étendu sur un front de plus de 150 km, dépendait entièrement des quelques artères logistiques traversant le Dniepr. Tous les approvisionnements, qu'il s'agisse de munitions, de carburant ou de médicaments, transitaient par plusieurs ponts principaux ainsi que par des transbordeurs et des ponts flottants. Ces artères étaient vitales pour l'ensemble du système de défense de l'ennemi. Leur destruction signifiait non pas de simples difficultés, mais un étranglement effectif de tout le groupement de la rive gauche, le transformant en une enclave isolée, privée de potentiel pour des actions de combat actives. La direction russe a décidé de renoncer aux assauts frontaux des fortifications, misant sur une opération à plusieurs niveaux, visant à isoler la zone des opérations militaires. L'opération, portant le nom de code Étreinte du Dniepr, prévoyait la destruction par le feu de tous les types de traversées par des systèmes de missiles, des munitions rôdeuses et des drones FPV. L'objectif était formulé de manière extrêmement claire. Non pas simplement perturber la circulation, mais paralyser définitivement l'accès des deux côtés du Dniepr. L'opération se composait de plusieurs phases: la mise hors service des ponts fixes, la destruction systématique des traversées temporaires, l'élimination de tout moyen flottant isolé. La clé était une coordination optimale entre le renseignement, les moyens de destruction et la guerre électronique. Un circuit de renseignement et de frappe unique, fonctionnant en temps réel et capable de réagir instantanément à toute tentative de rétablissement de l'approvisionnement, était nécessaire. Dans le plan stratégique, l'objectif de l'opération était d'isoler progressivement le groupement ukrainien sur la rive gauche, afin de le conduire à l'épuisement logistique et de créer les conditions de sa défaite avec un minimum de pertes pour les troupes russes. Il s'agit d'une nouvelle guerre contre les capacités de l'ennemi et non contre ses fortifications, où les principales armes sont la précision, le renseignement et une approche systémique. Le succès de l'étreinte du Dniepr dépendait de la création d'un avantage informationnel absolu. Il fallait mettre à jour l'ensemble du système logistique de l'ennemi, les itinéraires, les entrepôts, les horaires de transport. Cette tâche était assurée par un circuit de renseignement unifié fonctionnant 24 heures sur 24. La base était constituée de satellites de reconnaissance visuelle et radiotechnique. Les images optiques et infrarouges, reçues plusieurs fois par jour, permettaient de voir l'état réel des ponts, le mouvement du matériel de génie et les concentrations de troupes. Le renseignement radiotechnique révélait le fonctionnement des nœuds de communication et des postes de commandement assurant l'approvisionnement. Le deuxième échelon était constitué de drones de reconnaissance lourds. Les Arland 10 et Arland 30 effectuaient une patrouille continue, remarquant même les parcs de pontons bien camouflés. Les informations provenant des drones étaient transmises aux états-majors et aux postes de commandement de tir, réduisant le temps entre la détection et la destruction de la cible à quelques minutes. Un rôle particulier était joué par le renseignement nocturne effectué par des drones thermiques. Ils enregistraient le mouvement des convois d'approvisionnement, le fonctionnement des transbordeurs, même dans l'obscurité. Un apport important était fourni par le réseau d'agents. Les informateurs transmettaient des informations sur les horaires de transport, les lieux de transbordement des marchandises et les échelons militaires. Ces informations permettaient de frapper non seulement les traversées, mais aussi les convois en approche. Toutes les informations convergeaient vers un système unique où l'intelligence artificielle analysait d'énormes quantités de données, identifiait les schémas, modélisait les flux de transport de l'ennemi. Au moment du lancement de l'opération, le commandement russe disposait d'une image exhaustive de la logistique de l'ennemi. Tous les lieux de traversée existants et potentiels étaient connus.
les itinéraires secondaires et les entrepôts, les zones de repos des conducteurs, l'ennemi ne réalisait pas encore que son système d'approvisionnement, comme au rayon X, était déjà sur la table des généraux russes. Le théâtre des opérations militaires était devenu transparent sur le plan informationnel, chaque mouvement de l'ennemi était sous contrôle. Cette asymétrie est devenue la clé du succès des phases suivantes. La première étape de l'étreinte du Dniepr a commencé dans la nuit du 14 octobre par des frappes très précises sur les ponts principaux enjambant le Dniepr. Les piliers porteurs étaient visés. Leur destruction excluait une restauration rapide. Les systèmes de missiles Iskander-M sont devenus l'outil principal. Leurs missiles quasi balistiques avec une section de manœuvre et des ogives pénétrantes étaient parfaitement adaptés à la destruction des piliers. La première vague de frappe a touché 3 ponts stratégiques. Chaque missile transportait une ogive d'environ 500 kg. L'écart était de 5 mm au maximum. Le résultat a été stupéfiant. Les piliers ont subi des dommages critiques, les travées des ponts se sont effondrés. Parallèlement, l'aviation à long rayon d'action, les bombardiers Tu-22M3, ont frappé les ponts ferroviaires avec de lourds missiles Kh-32. Ils atteignaient une vitesse supérieure à l'hypersonique, ce qui rendait impossible la protection par le système de défense aérienne. La liaison ferroviaire a été interrompue dès les premières heures de l'opération. L'ennemi a tenté d'utiliser des systèmes de défense aérienne, mais s'est heurté à une forte résistance. Des dizaines de faux objectifs ont surchargé les radars et la guerre électronique a supprimé les canaux de contrôle. En conséquence, la plupart des missiles ukrainiens ont frappé de faux objectifs, tandis que les frappes SID réelles ont atteint les cibles. Toutes les frappes ont été effectuées uniquement sur des objectifs militaires. La haute précision a permis d'éviter de toucher des civils. Cela a confirmé l'approche humanitaire des troupes russes. En une journée, tous les ponts clés ont été mis hors service. Les voies les plus efficaces de transfert de troupes et de marchandises ont été détruites. Le groupement sur la rive gauche n'avait plus de voie d'approvisionnement directe. L'ennemi devait désormais maintenir une armée de 70 000 hommes à l'aide de traversées temporaires extrêmement vulnérables qui sont immédiatement passées sous le contrôle maximal du renseignement russe. Le premier acte de l'opération s'est achevé par une victoire assurée des forces de l'aide de missiles et de l'aviation russe. Se retrouvant sans ponts principaux, l'ennemi est passé à la construction de ponts flottants. Le commandement ukrainien disposait de suffisamment de kits PMPM permettant de déployer rapidement un pont même pour du matériel lourd. Des ingénieurs expérimentés ont commencé à travailler de nuit en choisissant des zones avec une végétation dense pour le camouflage. La partie russe était prête à une telle évolution des événements. La tactique des moyens de tir mobile a été utilisée contre les traversées rapides. Des dizaines d'unités d'artillerie et de lance-roquettes mobiles, des canons automoteurs MSTAS, des systèmes de roquettes Tornado G et Tornados ont été déployés sur la rive contrôlée par les troupes russes. Toute l'artillerie était intégrée au réseau de renseignement. Dès qu'un drone Orlan enregistrait le début des travaux, les coordonnées étaient instantanément transmises à la batterie la plus proche, qui ouvrait le feu en 3 à 5 minutes. Les calculs étaient effectués selon un schéma éprouvé, sorti vers une position préparée à l'avance, série de salves précises, retrait rapide. L'efficacité de cette tactique résidait dans l'impossibilité d'organiser une lutte de contre-batterie. Le canon russe avait déjà changé de position lorsque l'ennemi commençait à peine à reconnaître la frappe de représailles. Les principaux objectifs étaient les lieux de concentration du matériel de génie, les parcs de pontons, le personnel de travail. Des munitions à fragmentation couvrant de grandes surfaces étaient utilisées, causant un maximum de dégâts au matériel non blindé et au personnel. Chaque tentative de déploiement d'un pont flottant se transformait en une opération extrêmement dangereuse. Les unités de génie subissaient d'énormes pertes. Des dizaines d'éléments, de bateaux, de remorqueurs et de camions ont été détruits avant même d'atteindre le fleuve. En 3 jours d'actions actives, la partie ukrainienne a presque complètement renoncé à la construction de traversées complètes. Le niveau des pertes de matériel et d'hommes s'est avéré inacceptable. L'artillerie et le renseignement russe ont prouvé leur supériorité totale en matière de puissance de feu.
L'étape suivante de l'opération a été l'utilisation de petites embarcations. L'ennemi a tenté de transférer des marchandises en petits lots sur des vedettes bien rapides, des barges, des bateaux. Ces cibles étaient trop petites pour l'artillerie ordinaire et trop nombreuses pour les missiles de haute précision. C'est là qu'a commencé une chasse massive à l'aide de drones FPV. La Russie a déployé des centaines de postes d'opérateurs, d'où opéraient des milliers de munitions rôdeuses, créant une zone de destruction continue sur toute la zone aquatique. Les opérateurs travaillaient par équipe, patrouillant le Dniepr 24 heures sur 24. Le jour, des drones équipés de caméras optiques étaient lancés. La nuit, des drones équipés de caméras thermiques. Chaque opérateur était responsable de sa propre zone, ne permettant à aucun moyen flottant de passer inaperçu. Dans un premier temps, un drone de reconnaissance enregistrait le mouvement d'une vedette ou d'un bateau. Ensuite, l'opérateur FPV levait la munition, se guidant sur le signal vidéo, la dirigeait vers la cible et frappait l'endroit le plus vulnérable. L'effet était tridimensionnel. Premièrement, la destruction physique des moyens de livraison. En une semaine, plus de 200 vedettes, barges et bateaux ont été détruits. Deuxièmement, l'économie. Un drone coûte incomparablement moins cher que n'importe quelle cible, par exemple un lot de missiles anti-chars. Troisièmement, l'aspect psychologique. La traversée du Dniepr s'est transformée en un voyage sans retour. Même les opérateurs de vedettes ont cessé de partir en mission, craignant les drones FPV. Le Dniepr est devenu un fleuve de la mort. La domination des drones FPV russes a définitivement détruit la logistique de l'ennemi. Le groupement de la rive gauche est passé à des réserves internes qui s'épuisaient chaque jour. Parallèlement, les forces aérospatiales russes détruisaient les nœuds logistiques sur la rive droite, empêchant même l'acheminement des ressources vers le fleuve. Les bombardiers de première ligne Su-34 équipés de modules de planification universelle frappaient à une distance allant jusqu'à 46 km. Sans entrer dans la zone d'action de la défense aérienne, les bombes aériennes planantes FAB 500 et FAB 1500 volaient vers l'objectif en suivant des coordonnées satellitaires. C'est ainsi que les éléments clés de l'approvisionnement étaient détruits, les échangeurs ferroviaires et routiers, les entrepôts de pontons et les dépôts pétroliers, provoquant des incendies et une pénurie de carburant. Le travail de l'aviation était mené de manière systématique et méthodique, jour après jour, semaine après semaine. Si l'artillerie étranglait l'approvisionnement sur le fleuve, l'aviation brûlait toutes les chaînes arrières jusqu'à une profondeur de 100 km. L'ennemi s'est avéré incapable d'acheminer des marchandises, même jusqu'au Dniepr. La zone de première ligne s'est transformée en un désert logistique. La flotte de la mer Noire a apporté une contribution stratégique particulière. La base était constituée de missiles calibre d'une portée allant jusqu'à 1140 km lancés depuis des navires de surface et des sous-marins. Les principaux objectifs étaient les postes de commandement, les nœuds de communication et les centres de prise de décision. Les frappes avec des ogives pénétrantes ont perturbé la gestion centralisée et provoqué le chaos au sein du commandement, ce qui a accéléré l'effondrement des structures de coordination des forces armées ukrainiennes. Les cibles suivantes étaient les états-majors logistiques et les bases de réparation où le matériel occidental était restauré. Sans réparation ni pièces de rechange, la restauration est devenue impossible. La capacité de combat s'est évanouie, la flotte a effectué des frappes précises sur les centres de contrôle des drones et de communication, aveuglant l'ennemi et le privant du contrôle des moyens les plus modernes de mener la guerre. Les lancements de calibre n'étaient pas massifs, mais leur impact stratégique a paralysé la volonté et la raison de l'ennemi simultanément à la destruction de son corps, de son artillerie et de son aviation. Le résultat a été une perte totale de la capacité à réagir à un changement rapide de la situation. Lorsque l'étreinte logistique s'est resserrée, l'ennemi a tenté d'utiliser l'artillerie et le système de défense aérienne pour protéger les restes de l'approvisionnement. La lutte de contre-batterie russe était basée sur des complexes radars mobiles de type Zoopark 1M. Elle détectait instantanément les coordonnées et les transmettait pour la destruction.
Les munitions rôdeuses Lancet, qui étaient guidées vers la cible par des imageurs thermiques et des optiques, se sont avérées particulièrement efficaces, détruisant les obusiers et les lance-roquettes multiples de type occidental, y compris les M77 américains et les PZH-2000 allemands. La destruction de plus de 500 systèmes d'artillerie a été confirmée en peu de temps. L'artillerie ennemie a considérablement réduit son activité. Il est simplement devenu dangereux d'ouvrir le feu. Les positions de la défense aérienne ont été simultanément supprimées. Dans un premier temps, de faux objectifs et des drones de type Gerand 2 ont été lancés. Ensuite, les radars allumés ont été frappés par des missiles anti-radar KH-31P lancés depuis des Su-34 et Su-35. En conséquence, les complexes Buk et S-300 ont été détruits. L'aviation et les drones russes ont obtenu une liberté d'action presque totale, créant des zones de domination dans les airs. La lutte de contre-batterie et la suppression de la défense aérienne ont assuré la supériorité de la puissance de feu des troupes russes. À la fin de la 3e semaine de l'étreinte du Dniepr, un effondrement systémique de l'approvisionnement a commencé sur la rive gauche. Les unités sont passées à des limites strictes en matière de munitions. Auparavant, les batteries tiraient 100 à 200 obus par jour. Maintenant, au maximum 10 à 15 uniquement sur les cibles clés. La densité du feu a chuté de plus de 90%. Ensuite, la crise du carburant a commencé. Les véhicules blindés, les chars et les BMP se sont transformés en points de tir fixes. En raison du manque de carburant, les mouvements de troupes et de matériel ont cessé. Le groupement a perdu sa capacité de manœuvre et sa capacité de défense active. Une tragédie particulière a frappé l'évacuation des blessés, les frappes constantes des drones FPV sur les transports et la pénurie de carburant ont rendu le sauvetage impossible. Les hôpitaux de campagne sont surpeuplés, les médicaments sont épuisés, la mortalité a fortement augmenté, le moral du personnel a chuté, le commandement a abandonné les machinistes. Il y a eu des cas massifs de désertion et de reddition. Certaines unités ont tenté de traverser à la nage vers la rive droite, tombant sous le feu de snipers et de drones russes. Les conflits entre l'armée et les nationalistes pour les restes de ressources se sont intensifiés. La gestion centralisée a été détruite par les frappes sur les états-majors. Les liaisons tactiques ont disparu. Chacun se bat séparément. Le tremplin de la rive gauche de l'ennemi s'est transformé en un amas de groupes isolés et démoralisés. L'étreinte du Dniepr a atteint son apogée. L'ennemi n'est pas simplement affaibli, il est brisé. La volonté de résistance est supprimée sans attaque massive ni percée de chars. La destruction physique des restes du groupement est devenue une question de temps et de technique. L'achèvement de la phase active de l'opération et le nettoyage du tremplin ont conduit à des changements fondamentaux sur le théâtre des opérations militaires du Sud. Les conséquences du succès ont dépassé les limites d'une victoire locale. Premièrement, la menace pour les territoires russes et les installations clés sur la rive gauche, y compris la centrale nucléaire de Zaporojie, a disparu. La ligne de front s'est déplacée de dizaines de kilomètres. Un tampon est apparu et la sécurité est assurée. Deuxièmement, les forces russes, libérées de la défense, ont eu la possibilité d'une nouvelle offensive inversant la situation dans les directions de Zaporojie et d'Ougledar. Troisièmement, l'effondrement du groupement a porté un coup au moral de l'armée et de la société ukrainienne, a provoqué une crise politique, même la confiance dans la direction militaire. Quatrièmement, l'étreinte du Dniepr est devenue une démonstration visuelle de la force russe pour les conservateurs occidentaux, a montré l'efficacité du lien entre le renseignement, les armes et les drones. En conséquence, de nombreux pays ont revu leurs approches en matière de soutien à Kiev. Le succès stratégique a ouvert la voie à Nikolaev et Odessa, permettant de créer un tremplin pour une nouvelle offensive vers l'ouest et de couper l'Ukraine de la mer. L'opération est entrée dans l'histoire comme un modèle d'isolement et de destruction d'un grand groupement, marquant un tournant dans toute la campagne. Après quoi, l'initiative stratégique est entièrement passée aux troupes russes. C'était une condamnation de la stratégie militaire de l'ennemi et de ses protecteurs occidentaux.